Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Je suis Camille Ganet et pour cette saison, j'avais envie de vous aider à trouver votre profil. Alors pour ce faire, je vais recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore leur profil et vont essayer de le trouver en direct live derrière mon micro. Alors c'est pas réellement comme une séance d'accompagnement, mais plus comme un exercice de style pour vous montrer comment le questionnement peut vous aider à trouver votre énéatype. On ne va donc pas faire comme une séance de psy, c'est-à-dire comment travailler notre profil, notre peur ou explorer en profondeur toute notre histoire. L'objectif ici est vraiment de vous outiller de quelques questions et explications qui pourraient vous aider et aujourd'hui aider Sylvie. J'allais dire Sylvaï parce que je t'appelle Sylvaï, mais Sylvie oui. a trouvé son profil. C'est mon nom de scène. Il faut plus le voir comme un premier pas ou un pas supplémentaire dans le cheminement personnel. En espérant que cet épisode vous plaise et puisse vous éclairer. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour Camille. Merci de venir derrière mon micro. Même si d'habitude on partage un autre micro, faut le dire. Oui. On partage un micro et quelques moments de rigolade, beaucoup aussi. Alors, dis-moi, toi, tu connaissais pas du tout l'énéagramme. Je sais pas du tout. Est-ce que tu avais lu déjà des choses? Est-ce que tu avais déjà écouté des podcasts ou pas? C'était quoi, voilà, ta connaissance? Non, avant que je te rencontre et que je sache ton activité, je connaissais pas du tout l'énéagramme. Ok. Et je m'y suis intéressée parce que je m'intéresse à toi et à ce que tu fais. Et ça m'a interpellée. J'ai écouté quelques podcasts. Ok. En allant en voiture, avec mes nombreux trajets en véhicule. Je t'ai accompagnée. Tu m'accompagnes, voilà. Trop bien. Donc, tu avais déjà écouté quelques podcasts, donc tu savais un petit peu ce que c'était. Quelques profils, j'imagine. Oui. Et puis je t'ai envoyé, comme j'ai envoyé aux autres invités en amont, et puis comme j'envoie aussi aux gens que j'accompagne, j'ai voulu faire la même chose. Voilà, avant de les voir. Moi, d'habitude, je les connais pas souvent, mais je leur envoie par la poste le petit livret, ils le lisent, ils ont des questions, on a rigolé un peu en off dessus, je vois plein de notes. C'est une dissertation, tu m'as dit. J'ai dit, tiens, je vais faire une petite disserte. C'était peut-être pas le but, mais... et l'idée, c'est de repartir justement à partir de ta disserte pour que ça puisse t'éclairer, parce que l'objectif, c'est que tu puisses repartir avec ton profil. Donc, quand tu as lu les 9 profils, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Il y en a qui savent toujours pas et se reconnaissent dans les 9. Il y en a, c'est celui-là, je suis sûre. Et il y en a, c'est j'hésite entre 2-3. T'es dans quelle catégorie, toi? Alors, moi, j'hésite entre 2-3. Ok. C'est-à-dire que déjà en écoutant les podcasts, je me reconnaissais pas. Okay. Je suis pas arrivée à trouver mon profil parce que à chaque podcast que j'écoutais, je trouvais des traits de ma personnalité. Donc c'est pour ça que je savais pas, et je sais toujours pas quand même, quel est réellement mon profil, mon énéatype. Ouais. J'ai une petite idée en ayant relu un petit peu le petit fascicule. Et en réfléchissant un petit peu plus, j'ai peut-être une idée un peu plus précise, mais j'hésite quand même encore entre 2-3, toujours. Ok, voilà. Et en off, tu me disais, est-ce que moi, j'avais des idées sur ton profil? Donc, comme je t'ai dit, je peux pas savoir parce que même si je te connaissais du comportement, mais néanmoins, j'ai 2-3 hypothèses aussi. Donc, je suis, moi, trop curieuse. Je te dirai à la fin, on verra, même peut-être en off, si nos échanges nous amènent pas là. Mais alors, sur lesquels t'hésites? Lesquels te parlent? Les 2-3 là qui te parlent? Est-ce que tu te rappelles c'est lesquels? Alors, le 1. Ok. Le 1, principalement, j'allais dire. Et après, le 2 aussi, dont j'ai besoin d'être indispensable à l'autre. Ça te fait rire, j'aime bien. Ok. Voilà. Et puis, le 5, peut-être. Voilà.
Principalement, on va dire les 3, les autres, bon, c'est vrai que le 7, j'ai besoin d'être dans le plaisir, oui, aussi, mais bon, on a tous un petit peu de chaque profil, je pense, quand même, un petit peu, non ? Oui, à la base, en fait, on a une dominante, vraiment, c'est celle où on a la peur. Où la peur, c'est la nôtre, elle est avec nous toute notre vie, et c'est un peu, cette peur-là, c'est notre paire de lunettes. Après, oui, on peut faire un peu de 2, un peu de 3, un peu de 4, voilà, oui. Évidemment. Forcément, je crois que c'est avec on en parlait aussi en off, mais c'est avec le podcast de Margot où, il me semble, on parlait de quand on devient maman, à un moment donné, on fait un peu plus de 2 qu'avant. Parce que le 2, c'est l'altruiste et on est un peu moins égocentré et du coup, ça nous amène aussi ça. Donc oui, il y a des moments ou des rôles de notre vie qui nous amènent à voir quelques facettes, on va dire, mais notre dominante, c'est toujours la même. Ça ne bouge pas. Et mais c'est le comportement, finalement. Oui, exactement. Ça reste le comportement. Oui, c'est ça. Mais le profond, finalement... Le profond, c'est toujours là. C'est toujours le même. C'est toujours le même. On ne peut pas changer un peu dans la vie de profil ? Non, ce qu'on peut changer, c'est notre comportement. D'accord. Donc, bonne nouvelle. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne change jamais toute notre vie. Tu vois bien que tu as évolué dans ta vie, moi aussi. Oui. Enfin, voilà, heureusement. Et heureusement qu'on n'attend pas non plus soit de croiser la route de l'énéagramme ou peu importe quel autre modèle pour le faire naturellement. Tous, on va sur ce qui est bon pour nous et sans s'en rendre compte. Et moi, je trouve ça assez chouette. On met tous en place petit à petit des choses qui pour se rééquilibrer un peu en interne naturellement. Donc ça, c'est au niveau du comportement. Par contre, souvent, ça peut être des choses un peu palliatives ou parce qu'on ne va pas attaquer directement notre peur fondamentale parce que c'est ça le plus dur. D'accord. Et ouais. Alors, donc, on est obligé d'avoir une peur fondamentale dans la vie. Ouais. On ne peut pas ne pas avoir de peur. Non. D'accord. Donc ça, c'est inconscient. Ouais. Parce que dans l'inconscient, moi, j'ai l'impression que j'ai pas de peur. Que j'ai jamais eu de peur. Mais peut-être que je vais découvrir finalement en fait, aujourd'hui. Bien sûr, on a une peur inconsciente qui est là. D'accord. Et qui en définit des croyances aussi. Il y a une super... là, il y a Vice Versa qui est sorti, le Vice Versa 2 de Pixar, qui rajoute en plus des émotions la force des croyances. Et vraiment, ils disent, les croyances, c'est comme une petite voix dans ta tête qui te dit, genre, ça, ce que tu fais, c'est pas assez bien, ou ça, tu vas échouer, ou ça... en fait, cette petite voix-là, c'est un symptôme de ta peur, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on a cette peur ou pas ? C'est notre enfance. Ça veut pas dire qu'on a des... Ça veut pas dire que c'est pas... Enfin, oui, il y a des bons et des mauvais parents, mais quand même, dans la majorité des cas, on a juste des parents qui font avec les meilleures intentions du monde et avec ce qu'ils ont aussi, qui sont aussi, et du coup, bien souvent, nos parents nous filent leur casserole, leur bagage. Et le job de la génération d'après, c'est d'alléger un peu le bagage pour en donner un peu moins, mais en même temps, c'est ça, en fait. Donc, c'est souvent inconscient et ça se fait même in utero. Donc, il y a des choses qui sont totalement de l'ordre du non maîtrisé, pour la maman notamment. De l'inné. Ouais. Enfin, ou de l'acquis in utero. De l'acquis in utero, donc ça devient de l'inné peut-être, mais bien sûr qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré ça, et que en fonction de comment la mère vit sa grossesse, elle va générer des hormones différentes. Je te parle de ça parce que c'est son métier, donc c'est pour ça que ça m'amène là-dessus. Mais, et donc du coup, ça peut amener en fait le bébé à faire des associations avec certaines voix, et à créer à ce moment-là des peurs. D'accord. Comme ça. Bon. Mais en fait, on en a tous une de peur. Le tout, c'est d'apprendre à être avec, à mettre de la paix dessus, en fait. Voilà. Okay. Et pour mettre de la paix, il faut comprendre d'où elle vient. D'accord. Bon. Alors, on va essayer de trouver. Ouais. Donc, le 1, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Déjà, physiquement... Tu t'es tendu, genre, ça fait ouf, ok. Il y a le 2 qui est... Bon, alors toutes les peurs sont pas très fun, hein. Les peurs d'énéagramme, c'est une peur, c'est d'essence. On n'a pas envie de pas être à la hauteur, on n'a pas envie d'être rejeté, qui est la peur du 2. La peur du 7, c'est la peur de l'enfermement, la souffrance, la mort. C'est pas fun non plus, donc on n'a pas envie de ça. Voilà, toutes les peurs, il y a la trahison, il y a la vulnérabilité, donc c'est pas des peurs qui sont très confortables. Voilà. Donc le 1, on est sur peur de ne pas être à la hauteur. Le 2, peur du rejet. Et le 5, c'est la peur de l'intrusion.
D'accord. Voilà. Ouais. Ah, moins du coup. J'ai senti non ou, La peur de l'intrusion, non. Ouais, j'ai senti que c'était moins... Ouais. Non. Moins présent que les deux autres. Non. Ouais, je voilà. pense pas que tu vois, le 5, peur. hop. Voilà. Hop, déjà on l'enlève. Hop, on l'enlève. Bon, déjà on enlève le 5. Et ouais, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Ça va jusqu'à 9. Ouais. Alors, le peur de l'échec, c'est le profil 3. Peur de l'abandon, profil 4. Bof, j'entends un bof là-dedans, ok. Il y a la peur de la trahison. J'ai dit peur de l'enfermement, souffrance et mort. Ça, c'est profil 7. Peur d'être faible, d'être vulnérable, profil 8. Et peur du conflit, profil 9. Ah ouais. Ça aussi, hein. C'est compliqué, hein. Je m'exprime souvent en mode roman fleuve. Non, je crois pas. Alors, autant te dire, moi, normalement, je dépiste bien les 9. Alors, ça pourrait, hein. Mais un des trucs sur le 9 que je connais de toi qui n'est pas... Enfin, il me semble pas, hein, c'est que les 9, ils ont un rythme assez lent. Oh, mais ça peut être moi. Ah ouais? D'avoir un rythme assez lent. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai une petite nonchalance naturelle. Oui, c'est vrai. Donc si c'est ça, être lent, j'ai un peu de nonchalance en moi. Oui. J'adore. Voilà. Mais toi, tu sais, t'as des avis tranchés. Tu sais ce que t'aimes pas. Oui. Voilà. Le 9, il a la peur du conflit, mais grosso modo de la peur aussi du positionnement. Donc il a du mal à faire des choix, à se positionner, à décider. Ce qui est moins présent chez toi, a priori. Oui, mais parce que aussi j'ai acquis de l'assurance avec l'âge, on va dire, avec la sagesse. Je suis devenue plus sage, donc et j'ai réfléchi à des choses, donc ça c'est comportemental aussi. Est-ce que vraiment j'aime pas aller lentement? Parce que si naturellement j'avais pas, voilà. Alors toi, au début tu disais le 1, mais en plus ça s'est vu physiquement. Le 1, il y a un truc quand même, peur de pas être à la hauteur, t'as fait. Le 1, voilà. J'ai un truc, c'est-à-dire que même sur l'image que tu as mis... En plus, c'est des images choisies pas au hasard, hein, sur le livre. J'ai bien compris. Je me suis doutée. J'ai fait une petite croix. Ah oui. Et j'ai mis, ça c'est moi. La petite fille qui est à côté. Ok. Avec ma sœur à côté, qui me tient par l'épaule. Ok, c'est intéressant. Et mon petit livre, mon cahier. Bien sage. Bien sage. C'est intéressant. Ah ouais. Bien sage, ouais. Profil 1, qu'est-ce qui t'a parlé? Dans les notes que tu as prises, est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce qui t'a... Alors moi déjà, j'ai des questions sur la peur. Ouais. Parce que le fait que ça soit obligatoirement une peur qui fasse... qui soit notre... comme tu dis, l'iceberg, enfin, je veux dire, la base sous-marine de l'iceberg, je trouve que c'est négatif comme sentiment. Ouais. Et voilà, parce que ça peut être des joies et des... Pourquoi ça ne serait pas des joies et des bonheurs qui feraient de nous, qui généreraient nos besoins ou qui auraient généré certains besoins et qui auraient généré certaines émotions et qui feraient de nous... qui expliqueraient les comportements qu'on a. Pourquoi c'est toujours des peurs? C'est ça ma question. Et c'est intéressant. Il y a Marina qui a fini le podcast de la même façon en disant « Mais pourquoi il faudrait que ça parte toujours d'une peur ?» Et ce à quoi je lui ai dit, et c'est une bonne question, auquel je n'ai peut-être pas de réponse. En tout cas, clairement, la peur, parce qu'elle crée chez nous comme une forme de traumatisme, hein, une blessure, voilà. Une blessure que l'on va réparer, pour le coup, c'est l'être humain, il est comme ça. C'est ce qui nous différencie aussi des animaux, au passage. Ouais. Les animaux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas assez... Enfin, c'est pas les mêmes peurs,
des peurs très archaïques. Mais les peurs construites, pour le coup, il n'y a que les êtres humains qui les ont. C'est ce qui nous différencie de là. Et c'est comme ça que ça se crée. C'est un peu, sans ombre, il n'y a pas de lumière. C'est un peu ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que clairement, si on n'avait pas cette part d'ombre en nous, ce qui s'est créé à ce moment-là, qu'on va avoir envie de réparer, en tout cas qui va être notre moteur, c'est ça qui définit chez nous nos besoins. Quand tout va bien, en fait, ça veut dire que nos besoins, ils sont verts. Donc, quand tu es heureuse, quand tout va bien, quand tu as des moments de bonheur, ça veut juste dire que toi, tes besoins, ils sont remplis. Donc, une situation, tu vois, tout à l'heure, on parlait de prendre l'avion et partir faire un tour du monde. Moi, ça, c'est une situation qui, concrètement, m'amènerait à être heureuse. Parce que ça peut remplir mes besoins, moi. Le fait de voyager, d'explorer, voilà, c'est des choses qui me vont. À l'inverse, tu mets quelqu'un d'autre qui va vivre cette aventure-là, ça va être pas du tout un moment de bonheur pour cette personne-là. On peut même la vivre en même temps. Oui. Et en fait, moi, je serais très heureuse et elle, très malheureuse. Parce qu'en fait, ses besoins ne sont pas remplis. Donc la perception du bonheur et de la joie n'est là que parce que nos besoins sont remplis et que parce qu'ils existent par rapport à cette peur-là. D'accord. Donc je suis désolée de te dire ça. Ouais. Non, quoi. En fait, c'est en fait mon côté finalement toujours positive, parce que j'essaye de voir toujours le verre plein plutôt que le verre vide. C'est ma façon de fonctionner dans la vie. C'est voilà. Et du coup de partir sur quelque chose de négatif. Du coup ça me dérange. Je vois bien que ça me dérange. Du coup ça me fait me questionner pourquoi ça me dérange, on peut dire. Pourquoi ça me dérange autant finalement de partir de ces choses négatives. C'est peut-être que au fond cet iceberg là, il faut qu'on le on découvre ce qu'il y a au fond finalement. Et oui, parce qu'en fait la peur, le mot peur, il nous amène à quelque chose de négatif. Alors en fait, c'est plutôt l'idée, c'est d'apprendre à vivre avec, pour dire, elle est en moi, elle fait partie de moi, c'est une facette de moi, c'est pas que moi, je suis pas que ça, mais elle est là aussi, elle est là parce que je suis aussi elle, grâce à elle, et c'est ce qui nous différencie aussi. Mais elle n'est pas forcément négative. Après, souvent, l'élément clé de l'enfance, et d'ailleurs, ça, c'est un débat que j'ai beaucoup en ce moment. C'est rigolo, peut-être parce que je deviens parent, il y a un truc. Mais j'ai beaucoup de personnes, des fois, qui me disent, par rapport à l'énéagramme, vu que c'est un élément clé de l'enfance, j'ai pas trop envie de les regarder parce que j'ai pas envie d'en vouloir à mes parents. Oui, c'est vrai. Ça aussi. Il y a un peu ce truc-là. Et moi, à chaque fois, je réponds, mais ça va vous permettre de les aimer encore plus. D'accord. Dans le sens que l'idée, c'est pas de dire que ce qui s'est passé, c'est bien ou pas bien. En fait, c'est juste ce qui s'est passé, c'est passé. Oui. Donc, peu importe, en fait, le tout, c'est ce qu'on en fait maintenant. Ça veut pas dire que, je sais pas, si on a eu... je vais bien prendre cet exemple-là. Des parents très stricts vont donner lieu à des enfants souvent qui ont besoin de liberté. Et à l'inverse, par exemple, moi, qui ai une enfance plutôt très libre, j'ai un besoin de sécurité qui est énorme. Mais pourtant... quel est le mieux, le moins bien? En fait, j'en ai aucune idée, en fait, entre liberté et sécurité. Par contre, je sais pourquoi je l'ai. Et ça change tout. Je sais pourquoi j'ai un sentiment que j'ai ce besoin important de sécurité, parce que je sais ce qui m'a manqué dans mon enfance. Ça veut pas dire ce que mes parents m'ont pas donné, ont mal fait. Voilà. Je sais ce qui n'a pas été checké. En même temps, on peut pas tout checker, donc... Et du coup, je comprends pourquoi c'est là. Maintenant que je comprends pourquoi c'est là, du coup, je peux apprendre à être avec, à vivre avec et à voir comment compléter ça. VS de dire, non, mon enfance, elle était hyper cool, j'avais des parents très flex. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui a manqué. À l'inverse, l'inverse aurait pu être dit. Et j'adore mes parents. Quand je les vois, ça n'a rien changé. Évidemment, je revois toujours les mêmes choses agir et ça me fait sourire. Maintenant, je le vois gros comme une maison. Je fais, oui. Et je les aime encore plus maintenant pour qui ils sont vraiment. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Mais ça peut passer par là. C'est vrai. D'accord. Donc, est-ce que tu veux que je te parle de mon enfance? Ouais, on peut passer par là, si ça te va. Et de moi, ça me va. Si j'ai accepté de faire ce podcast ouvert à tous, c'est que j'étais prête à me livrer. Allez. Parce que, un petit peu, c'est ça, finalement. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on va faire. Donc, moi, j'ai eu une enfance très stricte. Ouais. Avec des parents, avec des croyances et des
qui eux-mêmes avaient, j'ai eu une éducation pas du tout libre. Il fallait que je rentre à l'heure et il fallait que je dise exactement où j'étais, et ce jusqu'à quand même la fin de mes études. Ouais. Donc jusqu'à 24 ans. Voilà. J'ai eu un peu de liberté avec mon frère et ma sœur qui étaient plus âgés. Du coup, je pouvais me permettre parce qu'on leur faisait confiance. Donc, je profitais du fait qu'ils devaient me surveiller pour pouvoir avoir de la liberté. Sinon, j'étais... mon père, surtout, était très strict. Ok. Maman aussi, mais elle disait que c'était parce que mon père, qu'est-ce qu'il va dire ton père, mais évidemment, mais elle aussi, elle avait des barrières dues à leur éducation aussi, de toute façon, une éducation d'Italie du Sud, très avec voilà. Ah ouais. Avec la femme aussi, non ? Il y avait une histoire de la place de la femme, j'imagine. La place de la femme, oui. Maman était au foyer, c'était son rôle, et papa allait travailler. Donc c'est lui qui assurait... c'était l'homme de la maison, quoi. Celui qui assurait les besoins qui subvenaient aux besoins de sa famille. Et ça, il a toujours... Ça, il l'a fait parfaitement. Et il a tout fait parfaitement pour moi. Et c'est le papa parfait. Encore aujourd'hui, alors qu'il était très strict, c'est paradoxal. Je me suis toujours plaint, mes amis qui me connaissent depuis très longtemps, et j'en ai encore des amis très fidèles qui me connaissent depuis longtemps, et puis ma sœur et mon frère qui ont vécu les mêmes choses que moi, savent combien je me plaignais que mes parents étaient stricts à l'époque. Mais finalement, j'ai jamais... quand j'étais adulte, pensais que ça pouvait avoir un impact sur ma vie négatif. On va dire que pour moi, c'était, j'ai eu une éducation stricte, au moins ça m'a donné un cadre, ça m'a permis de faire bien mes études. Et puis mon père, de toute façon, on peut compter sur lui, on pouvait toujours compter sur lui. C'était les épaules, et c'était les épaules sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Tout le monde, toujours là. Voilà. Quand on avait besoin de quelque chose, il était là. C'était mon mentor, mon exemple. À l'école, j'étais assez bonne à l'école. Il était fier de moi et j'étais contente qu'il soit fier de moi. Ouais. Et c'était important. Après, j'ai fait des études médicales. Lui voulait être chirurgien, il n'a pas pu parce qu'il a dû partir d'Italie rapidement. Il avait commencé ses études de médecine pour être chirurgien, il n'a pas pu. Du coup, il a dû fuir l'Italie pour des raisons personnelles. La famille a dû... Donc, ils ont dû s'exiler. Et du coup, j'ai toujours entendu mon père, effectivement, dire qu'il voulait faire de la médecine. Alors, peut-être que c'est pour ça que je suis sage-femme. On ne sait pas. On ne sait pas, mais bon. En tout cas, j'ai toujours... c'était important qu'il soit fier de moi et de ne pas le décevoir, surtout. Et donc, je le crains encore. C'est-à-dire que la vie de mon père et de mes parents a toujours été très importante, même à mon âge. Et je vais parler de choses plus personnelles, donc du coup maintenant, on verra si on garde ou pas. Si je fais aujourd'hui ce podcast, c'est peut-être pas un hasard, parce que mon papa. Et l'émotion est là, voilà. J'ai dit, je vais écrire comme ça. Comme ça, pas d'émotion, mais c'est compliqué. Tu crois vraiment que l'émotion, elle se dit, oui, très bien, allez, sors-moi une fois. Je l'ai écrit, d'ailleurs, j'ai dit, j'écris ma disserte, comme ça au moins. Ça passe. Ça passera. Voilà, non, bien sûr. Mon papa, il est en train de perdre toutes ses facultés cognitives. C'est-à-dire que le papa dont j'étais fière, je suis toujours fière de lui, c'est pas la question, mais qui était fort, intelligent, sur qui on pouvait compter, qui avait toujours la réponse à mes questions, la réponse, il l'a plus. Parce qu'il a des troubles cognitifs importants maintenant. Son cerveau est dans le brouillard de plus en plus. Et du coup...
voilà. Et aujourd'hui, je fais ça. Donc, c'est peut-être pas le hasard aussi. Donc, voilà, je découvre ce que c'est que la vieillesse, le vieillissement du cerveau, le vieillissement du corps. Moi qui suis sage-femme et qui accompagne la vie, la naissance, je découvre ça. Je découvre finalement le cycle de la vie et ce qui se passe à la fin dans ce cycle qui recommence finalement. Et voilà, et qu'on redevient un bébé finalement. Et qu'on a besoin finalement de ses enfants après pour nous accompagner comme on peut accompagner un bébé. C'est clair. Voilà, je suis dans cette phase-là en ce moment de découverte de la vieillesse. Et voilà, c'est un moment de ma vie particulier. Et oui, et en plus tu changes de positionnement. Parce que nos parents, tu vois, encore là, tu te positionnes en tant qu'enfant. On appelle le positionnement parent-enfant. Et là, tu l'illustres très bien en disant, en fait, il faut s'en occuper comme un bébé. Donc là, ça s'inverse un peu. Le rôle, c'est plutôt toi qui reprends le rôle de parent pour tes parents, qui redeviennent... Oui. Et donc, ça bouge, ça, forcément. Ouais, c'est... À la fois, ça m'interpelle. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... J'avais l'impression de connaître l'être humain, finalement, parce que c'est vrai qu'avec mon métier, on fait le tour, principalement des femmes, mais de l'humain en général. Oui, des familles, des couples, dans des moments de vulnérabilité incroyables. Voilà. Et puis, j'ai eu affaire à beaucoup de situations différentes, aussi bien médicales que autres, quoi. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise pas tellement. Et j'ai du mal avec... j'ai du mal... Non, je m'adapte, mais avec ce que je maîtrise pas... ça, on le sait déjà parce que je suis pas à l'aise avec un micro quand je chante, parce que ça, je le maîtrise pas non plus, ça, je l'ai déjà dit. Mais là, du coup, je pensais que l'humain, je savais beaucoup de choses. Là, je découvre des choses encore. C'est bien de découvrir encore à n'importe quel âge, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Voilà, et donc, c'est vrai que mon papa, il est au centre des choses. Ok. J'ai jamais voulu le décevoir. Et Et le décevoir en étant à la hauteur ou en lui rendant des services ou en... Non, en étant à la hauteur. Vraiment, intellectuellement aussi. Ah, ok, il y a ça. En étant à la hauteur, intellectuellement, et puis dans ma vie, dans mes actes, dans mes actions. Ok, être quelqu'un de bien. Être quelqu'un de bien et être... dans ce qu'il attendait de nous, de moi... de se comporter comme ci, comme ça, de cette façon-là, avec des valeurs, avec, le couple aussi, voilà, ton mari, tu l'épouses, c'est pour la vie. Oui. Voilà, et voilà, donc, dans ma façon d'être aussi. Eh oui, voilà. T'as un peu porté les croyances en fait aussi qu'il t'a inculquées et tu les as incarnées. C'est le poids je peux dire le poids de l'éducation. Alors c'est ça, on a tous un poids de l'éducation et par contre il y a un vrai effet qui est de à quel moment on décide de plus les porter, à quel moment on choisit celles qui sont bonnes pour nous et celles qui le sont moins. Et là c'est ce qu'on appelle les conflits de loyauté, parce que on est naturellement loyal envers nos parents, mais si on prend plus une des croyances qu'ils nous ont données ou une des valeurs qu'ils nous ont données, en fait c'est là où c'est ce qu'on appelle être en conflit avec cette loyauté, et c'est très difficile. Et donc c'est comment je me choisis moi plutôt que la relation. Et ça peut être aussi parce que quand tu dis j'ai été l'enfant, il y a quelque chose d'enfant modèle, je voulais être à la hauteur. On peut voir facilement le profil 1. Je comprends qu'il t'ait parlé celui-là, qu'être quelqu'un de bien faire les choses, cadré. Et on peut voir aussi possiblement le profil 2, qui est c'est un profil qui a peur du rejet.
Et donc, le 2 ne dit rarement, voire jamais non, et a du mal à justement dire je prends pas ta croyance, pour le dire comme ça, c'est-à-dire il ne rentrera rarement en rejet des gens qu'il aime. Plus il aime, plus il va se fondre à la personne, en fait. Il a un mécanisme de fusion. D'ailleurs, on parlait de la petite photo, mais c'est pas pour rien que là, j'ai mis un petit garçon qui fait un gros câlin. Mais il y a vraiment ce côté-là de mécanisme de fusion, de se fondre avec, c'est-à-dire que je peux, ce qui n'est pas le cas du 1, je peux renier mes besoins pour toi. Ah oui, ça c'est sûr. Et ouais, ok. Je vois, c'est sûr. Ah, oui. Ça, je peux renier mes besoins pour l'autre, et ça c'est sûr, et c'est pour moi une évidence. Okay. C'est d'abord là, ce que j'aime en premier. Après toi. Ah oui, je suis capable de... Ouais. Alors que le 1, je dis pas qu'il est pas... mais qu'il n'est pas d'abord sur l'autre, il est d'abord sur lui, sur ses besoins à lui. Et donc, il est très exigeant, mais il est exigeant avec lui, avec les autres, et il a vraiment cette forme-là de carré, un peu critique, un peu dur aussi, ce côté-là. Peut-être ce que tu me décris de ton papa, en fait, tu vois, je sais pas, mais je sais pas du tout, hein, mais il y a un peu ce côté-là, qui est d'abord il faut que ça soit comme j'ai envie que ça soit, il faut que ce soit comme je pense qu'il est bon que ça soit, et donc quand je fais ça, je me fais passer en priorité. VS le 2 qui est je vais faire comme toi tu veux que je fasse. Donc si un tel te demande de faire ça, tu peux le faire de cette façon-là, mais si quelqu'un vient et te dit c'est plutôt comme ça, tu vas dire ah ok, ok. Oui. Surtout si c'est des gens importants pour toi, plus ils sont importants, plus ils vont passer avant toi. Oui, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que je peux être très dure aussi. Hein. Ah ouais. Je peux être très dure et très exigeante. Ok. Oui. Je peux être très exigeante avec ceux qui vivent avec moi, avec mes enfants, tout en faisant passer quand même leurs besoins toujours en premier. Et voilà. Mais, en fait, c'est ça la différence, je pense. C'est que, alors, dans l'énéagramme, il y a ce qu'on appelle, il y a le profil et il y a l'aile. D'accord. Imagine, tu es un oiseau. Ouais, j'aimerais bien. T'aimerais bien? Oui. L'aile, en fait, c'est un numéro à côté. C'est-à-dire que si tu es 1, tu peux être 1 L2 ou 1 L3. Parce que c'est... Non, 1 L9, pardon. Ça veut dire que ça nuance un peu ton profil. Et donc, si tu es 2, tu peux être 2 L1 ou 2 L3. Et possiblement, ce que tu dis, oui, je suis exigeante, mais quand même, l'autre, il passe toujours avant moi. Du coup, c'est possiblement, ok, t'as du 1, c'est peut-être ton L. Mais ta dominante, c'est possiblement plus le 2. Tu sais dire non? Alors, je vais essayer de dire non. J'adore parce que même ton non-verbal, il n'est pas du tout convaincu, quoi. Alors, le non. Je vais essayer. Mes enfants, ils le savent très bien. Ils vont rigoler s'ils écoutent. Je dis toujours un non. Parce que je veux être quand même... Je voudrais quand même être ferme. Et pas toujours dire oui, pas céder. Ah non, non. Et puis après, bon. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire quand même. Et puis finalement... C'est oui. Finalement, c'est oui. Finalement, c'est oui. Voilà, alors je dis pas que je dis jamais non, mais ça veut pas dire non plus que j'ai pas d'avis tranché sur les choses, hein. Ouais. Et que je me positionne en suiveuse, hein. Je suis pas du tout une suiveuse en fait, hein. Moi, clairement, je sais. Et ça veut donc ne pas dire non, ça veut pas dire dire toujours oui finalement, à tout. Ouais. Mais comme je suis un peu dans la maîtrise des choses, j'aime bien quand même être actrice des choses et de ce qui se passe et de ma vie et de ce que je fais et de voilà. Je dis pas non, mais je vais quand même. Je prends du coup les choses en main pour pouvoir faire finalement sans dire non, comme j'ai envie de le faire. Ouais. Voilà. Maline.
Bon, c'est pas conscient, hein. Bah ouais, c'est pas conscient. Je pense que c'est pas conscient. Là, c'est parce qu'on réfléchit à tout ça, mais je le fais pas. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais me sentir utile. Alors, la phrase au début, mais je sais que c'est la phrase du 2, me sentir j'aide l'autre pour être indispensable. Tu as rigolé au début en disant que c'était quelque chose qui te parlait dans le profil 2. En disant qu'en fait, le profil 2, les autres sont très présents dans sa vie. Oui, très présents. C'est très important pour moi. Ouais. Et par contre, je vois que sur le profil 2, c'est écrit sa peur fondamentale, c'est être rejeté. Ouais. J'ai pas l'impression, moi. C'est pour ça que je me suis pas reconnue complètement dans ce profil 2. T'as pas l'impression j'ai pas l'impression que c'est pour que je m'occupe des autres parce que j'ai peur d'être rejetée. C'est plus un besoin que j'ai de. Enfin, je sais pas, c'est pas conscient. J'ai pas peur d'être rejetée. Si on me rejette, on me rejette. Enfin. Ouais, ça te parle moins. Alors. Ça dépend qui. Ouais. Non, là c'est faux ce que je dis en même temps, je réfléchis. C'est-à-dire être rejeté par ceux que j'aime, non. Ouais. C'est ça. C'est que ça serait horrible. Voilà. Finalement. Donc être rejeté par le tout un chacun, s'il me comprend pas, c'est pas grave. Mais par ceux que j'aime vraiment, être rejeté, c'est pas possible pour moi. Effectivement. C'est pas possible. Non. Ok. Non, c'est pas possible. J'ai pas. D'ailleurs, on n'a pas de conflit dans la famille, dans ma famille. Dans ma famille, avec mes parents, mon frère, ma sœur, on n'a pas de conflit. Non, on n'a jamais eu de conflit. Alors, on a des discordances, hein. On n'est pas toujours d'accord sur les choses. On se dit les choses ou on se dispute comme ça, vite fait, mais on n'a pas de conflit. Et jamais. Pourquoi ? Je sais pas, on n'a pas de conflit. Camille n'en crée pas, d'accord ? Camille, d'accord, on va pas commencer. Hein. Non, on n'a pas de conflit. C'est vrai que quand j'entends parfois dans les familles qu'il y a toujours des choses, des discordances vraiment importantes, des conflits de famille, on dit conflit familial, c'est vraiment le mot. Ben, nous, non. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, comment ça se passe ? Si quelqu'un vient dans ta famille, il n'est pas d'accord avec toi, je sais pas, sur un de tes choix, ou s'il te dit, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Eh ben, on est quand même assez souvent d'accord. Ah, c'est beau ça. C'est beau, hein. Ben, c'est normal, en fait, c'est très explicatif, hein, parce que tout à l'heure, tu disais, je porte les croyances et les valeurs de mes parents. Oui. Si tes frères et sœurs, ils ont fait la même chose. Oui, je pense. Ouais, bah oui, je le sens venir un peu quand même, cette histoire. Ça veut dire que vous portez tous les mêmes croyances et les mêmes valeurs. Du coup, ça veut dire que possiblement, les sujets qui peuvent venir à discorde, bah, ils sont moins parce que... Enfin, il y en a moins, vu que vous avez pris ce que vos parents vous ont donné. Vous avez dit, OK, allez hop, ça me va. Ouais. Et c'est très bien. C'est pas une... Mais du coup, ça peut s'expliquer comme ça. Parce que... Il n'y en a pas quand il y a des discordes de famille ou des choses un peu cristallisantes dans les familles, c'est quand il y a quelqu'un qui commence à dire en fait cette valeur-là elle est plus ok pour moi. Moi ma vie en tant qu'adulte, j'ai pas envie de la faire de cette façon et du coup je fais un autre choix. Tout à l'heure tu parlais notamment de rester, ça a été très longtemps, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque les femmes restaient très souvent par exemple mariées parce que ça se faisait pas par exemple. Je ne vais pas citer des personnes parce que je n'ai pas le droit, mais en tout cas, je n'ai pas envie qu'elles aient de problème. mais en tout cas, j'ai en tête des plus vieilles personnes qui m'ont dit oui, moi, j'aurais pu faire un choix différent, je ne l'ai pas fait, et ça a du coup préservé l'harmonie familiale. Et donc ça, c'est des choix. VS, si, je ne sais pas, à 25 ans, j'ai n'importe quoi, ou à 30 ans, ou même des fois plus tard, je fais un autre choix, et ben là, personne ne comprend ce choix-là dans la famille. Ou par exemple, ceux qui déménagent très loin, ceux qui... Voilà, ça peut être des choses qui se font pas parce qu'on a toujours tous habité à l'accro, je sais pas, et du coup, comment tu oses partir à l'étranger, voilà. Ça, c'est comment, à des moments donnés, il y a des personnes dans la famille qui vont modifier, en fait, l'histoire de la famille en disant, bah, cette croyance, je la veux plus, elle me convient plus. Et c'est là qu'il y a des conflits, bien souvent. Mais si on porte tous les mêmes valeurs, et ces mêmes croyances-là, bah en fait, forcément, les choses les plus importantes,
dans la vie de tous les jours, on est d'accord là-dessus. Ouais, on est d'accord. Et c'est très bien, hein. Je dis pas que c'est mal si ça convient à tout le monde. En fait, c'est du moment que ça convienne vraiment à tout le monde. Je pense. Voilà. J'espère. Je sais pas. Et du coup, dire non à quelqu'un, c'est aussi rejeter son avis, rejeter sa façon de faire, rejeter sa pensée. Donc il y a aussi ça sur les personnes qui ont du mal à dire non. Ça peut être des personnes qui peuvent être les profils 2 assez aussi ouverts d'esprit, parce que du coup, elle dit non, je dis pas, je veux pas dire non à ta proposition ou à ton avis. Je peux quand même bien faire l'effort, trouver une solution pour que ça soit possible. Mais en fait, en vrai, dans la vie, on a l'impression que je dis non, mais c'est que des paroles, en fait. En quel sens ? Quelquefois, je dis non souvent, quand même, ou je suis pas d'accord souvent, mais en fait, au final, mon attitude et la façon dont je vais agir, c'est oui. Ça va être oui. J'adore. Voilà, ça va dire voilà, je vais me dire allez, voilà. Mais dans la vie de tous les jours, si les gens qui vivent avec moi et tout, tu leur dis que je dis jamais non, ils vont dire non mais ça va pas, t'es toujours en train de dire non et t'es toujours en train de nous dire. Mais en fait, je dis non, mais mes actions après, elles vont, oui. Voilà, c'est fou ça. Elles vont dire oui. J'adore. Elles vont dire oui. Et pour justement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, quelquefois je dis toujours oui. Et tu aides beaucoup les autres ? Oui, spontanément, même si on me le demande pas. J'avais la réponse à cette question. J'essaye de faire un travail là-dessus. Et ma sœur, elle est pareille. Et quelquefois, elle me dit, Sylvie, on s'est encore mis dans un pétrin. Alors qu'on nous avait rien demandé. Pourquoi on est allé au-devant des besoins de la personne qui nous a même pas demandé son aide. Mais alors, attends, je vais te trouver une solution, tu vois. Tu m'as pas demandé, mais je vais te trouver une solution quand même. Parce que j'ai besoin de trouver une solution. Toujours. Aux choses. Ouais. Il faut absolument que je trouve une solution. Et pour les... Aux personnes. Aux personnes, aux gens qui... Si tu me parles d'un problème... Ah ouais. Je vais... Un problème ou pas un problème. Genre, tu cherches un voyage ou aller en vacances. Ouais. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est un bonheur. Ouais. Je vais prendre mon téléphone, voilà, et je vais dire... Je vais t'envoyer un message, je dis, je t'ai trouvé quelque chose qui est super bien. Et donc, il y en a qui m'appellent Sylvie, il est mon tuyau. Bah oui. Et Sylvain, il est mon tuyau. Sylvain, il est mon tuyau. Parce que, en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses aussi, donc je sais certaines choses, parce que je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse vraiment aux gens. C'est-à-dire que tu me parles, je m'intéresse vraiment à toi. Je fais pas semblant de m'intéresser à toi. Tu m'intéresses vraiment, quoi. Bon, il y en a qui m'intéressent pas, mais c'est pas grave, ça, ils le savent tout de suite. Je suis pas verbale, mais... Ouais, je veux dire, t'es cordiale quand même. Je suis très cordiale. Ah oui, moi, je t'ai vu donner le change. Moi qui te connais en mode... Là, je me suis dit, oh, elle est douée quand même. Parce que j'ai... Oui. Je dois... Bien paraître quand même. Je dois bien paraître, puis la politesse quand même. Oui. Je suis bien élevée, ça toujours pareil. C'est ça, voilà. On m'a appris à être bien élevée. Et à bien me tenir. Donc, je donne le change, et puis je suis polie quand même. La politesse, quelquefois, nous oblige Enfin, nous oblige, c'est normal. C'est les codes de la société, ça s'appelle. Et ça, j'ai un peu trop... J'ai un peu trop de codes de société, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça aussi, c'est le poids de l'éducation. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je veux répondre aux besoins de la personne en face de moi qui m'intéresse, qui a un problème ou pas. Toujours, alors qu'elle n'a pas forcément demandé. Alors, je me suis souvent dit que c'était à cause de mon travail ou du fait que effectivement, quand une maman me parle, j'ai vraiment besoin d'aller au bout des choses et de lui trouver le pourquoi et de répondre à ses attentes et à ses questionnements et à... Voilà, je peux pas faire à peu près. J'ai besoin d'aller vraiment... Alors, c'est comme un problème de maths pour moi. Voilà, il faut aller le résoudre. C'est-à-dire qu'on est là, je peux pas dire ah bah non, j'y arrive pas. Ah ouais. Non, il faut aller au bout. Il faut aller le résoudre.
Et tant que je ne l'ai pas résolu, voilà, il faut vraiment que je... Voilà. Et même si elle ne te demande pas ? Bon, alors, si elle ne m'a pas demandé, j'essaye de faire le travail sur ça en ce moment. Enfin, maintenant, depuis quelques temps, en me disant, bon, Sylvie, laisse tomber, en fait. Elle n'a pas besoin de toi, cette personne, ou elle va y arriver seule, elle va se débrouiller. Donc, passe à autre chose. Okay. Je peux y arriver, maintenant, de passer à autre chose. Voilà. Oui, c'était une belle description du profil 2. D'accord. Ben voilà. Les autres sont au centre de ma vie. Je lis juste la petite phrase, ça me fait assez sourire. Bon, ça c'est l'autre phrase, je reviendrai juste après. Mais elle est où ? Alors, je m'exprime souvent en mode conseil, même s'ils sont non sollicités. J'ai besoin d'aider et de donner mon avis. Les qualités, je sais accueillir, être avenant, favoriser les personnes, voir leur potentiel, être à l'écoute des autres, soutenir, faire plaisir, être attentionné. Il m'est facile de les comprendre. Je suis souvent un bon binôme. Ça, c'est vrai, je témoigne. Mes défauts de mes qualités, je ne sais pas dire non, parce que pour moi, ça peut être un rejet de l'autre. Je fais passer les besoins des autres avant les miens. J'accepte difficilement d'être aidée. Je pose ça là. Je peux flatter, voire manipuler pour être aimée. Alors ça, il y a ce côté un peu la flatterie. Ça peut être aussi... le 2, il a besoin de l'autre. Le regard de l'autre est important. Donc il y a un côté séduction qui est chez l'autre, mais pas forcément séduction homme-femme, séduction globale. Le 2, il aime bien plaire. Voilà, il y a un peu ce truc-là. Parce qu'il aime bien être aimé. On aime bien qu'on lui dise « je l'adore ». J'ai fondamentalement besoin des autres pour me sentir valorisée. Ça veut dire que si l'autre me valorise pas, moi je me sens pas au top. C'est-à-dire que, et ça s'incarne rien que dans l'enfance, c'est je peux pas me sentir à la hauteur tant que mon père me dit pas que je suis à la hauteur. Donc j'ai vraiment besoin de ce regard tiers pour me sentir bien. VS d'autres personnes qui n'ont pas besoin du regard des autres pour se sentir très en confiance, quoi. Alors que le profil 2, il a besoin vraiment du soutien de l'autre pour prendre confiance. Et en fait, le 2, il aide. Hein. Je désire consciemment ou non maintenir une place privilégiée auprès d'eux. Si je ne suis pas utile, je ne suis pas reconnue et je n'existe pas. Donc, en fait, le truc le plus inconscient du profil 2, le truc sur lequel il faut qu'il accepte, c'est que s'il aide les autres, en effet, c'est parce que c'est comme ça, c'est lui, il a besoin de... Mais au fond de lui, il a besoin d'être utile. Parce que si je t'aide, jamais tu me rejetteras. Si je t'aide, je maintiens une place privilégiée dans ta vie. Et du coup, je me protège. C'est sa façon qu'il a. On a tous des façons. Au final, pour se sentir aimé, la fin de la phrase, on l'a tous. On a juste des stratégies différentes par rapport à notre peur. Et le 2, c'est... Si je t'aide, si je te suis utile, si je fais tout pour te faciliter la vie, en fait, tu ne seras jamais en rejet par rapport à moi. Et donc, j'aurai toujours cette place un peu privilégiée dans ta vie et ça m'ira bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Bon. Et voilà, alors. Et pourquoi ça ne m'a pas sauté aux yeux ? Parce qu'en fait, ce qui t'a sauté aux yeux possiblement, tu disais, donc il y avait le 2 et le 1. Et dans le 1, il y a quelque chose qui est très vrai dans ce que tu dis, qui est le besoin de trouver des solutions. Et ça, c'est mis vraiment en avant sur le profil 1, c'est le perfectionniste, celui qui veut trouver des solutions, qui a une exigence élevée et il veut toujours mieux faire. Il y a vraiment ce côté-là. Que tu peux avoir parce que je pense possiblement c'est ton aile. Donc ça, c'est mon avis perso, mais... par contre, le 1, il se fait passer lui en priorité. D'accord. Et l'autre en second. Par exemple, j'ai un mari 1 L2, donc... non, il est L9, je crois, mais... Il a hésité entre le 1 et le 2, et donc c'est ça qui m'aide vraiment à voir maintenant, c'est que le 1... Et tu pourras d'ailleurs en discuter en off après avec Thomas. Mais le 1, je le dis parce qu'il est passé dans le podcast, donc j'ai le droit. Il va vraiment d'abord faire passer ses besoins à lui.
C'est-à-dire que je sais pas, si je décide, si je lui dis j'ai envie de faire ça à ma manière et que lui c'est sa manière, il va pas accepter ma manière. Alors que des fois, franchement, il y a peu d'enjeux. Ouais. Bon, maintenant ça va mieux, mais quand même. Moi, je peux être comme ça aussi. Voilà. Hein. Et à ce côté-là, par contre, il pourra pas. Lui, il peut rentrer en conflit avec moi très facilement parce qu'il a décidé que c'est la bonne façon de faire. D'accord. Le 2, il prendra pas le risque de perdre la relation pour ça. Le 1, il peut pas faire autrement. D'accord. Ça le bouffe. Le 1, il a quelque chose qui est de l'ordre de la colère en lui. C'est un feu de gaz. Et donc, dès qu'il voit une erreur, ça fait un feu de... Ouais. Donc, toute la journée, il a des micro-tensions comme ça parce que tout autour de lui n'est pas assez bien, grosso modo. Et ça prend tellement d'ampleur au détriment des fois de la relation. Il va pas pouvoir passer à côté. Alors que le 2... il va, comme tu l'as assez bien dit, c'est-à-dire que, notamment si les deux L1, il peut avoir des exigences, des avis, etc. Mais s'il sait qu'au bout, ça va brusquer la relation, provoquer une forme de rejet dans la relation, il ne prendra pas le risque. Il pourra peut-être le faire. Il va se taire, il va essayer de l'amener ni vu ni connu, mais il ne va pas le faire de but en blanc comme ça. Le 1, il a du mal à faire... à pas mettre ses plans. Voilà. Alors que toi, comme tu l'as dit, ça peut paraître plus arrondi, ni vu, ni connu, délicat. Est-ce qu'il n'y a pas plus de... Est-ce que le côté féminin, masculin, ça peut rentrer en jeu aussi? Parce que... Est-ce que tu vois une différence, toi, entre... En général, les profils... masculin et féminin. Non. Parce que souvent on dit les hommes ils sont comme ça ou les femmes elles sont plus comme ça, tu vois. Eh ben non en fait. Là j'ai en tête, d'ailleurs dans le podcast le profil 2 c'est un homme. Et ce que tu... je travaille avec lui souvent, donc ce que tu décris je le vois faire. Il va pas me dire... Maintenant on arrive assez à ce qu'il me dise non direct, mais je sais que si je lui demande un truc il va jamais me dire non. Je le sais. Parce que c'est sa nature, en fait. Donc, du coup, il va dire non. Et après, je vais le voir en train de se saboter un espèce de truc. Et je me dis, mais en fait, il aurait dû... S'il voulait pas le faire, il fallait qu'il me dise non dès le début. Et je vois qu'il va tirer le projet, qu'il va dire que c'est compliqué, et que machin, et que truc. Donc, maintenant, très vite, je dis, si c'est non, dis-moi non direct. Et la dernière fois, il m'a dit, je te le dis, c'est non direct. Je dis, ouais, très bien. Donc, il y a vraiment... et ça, c'est un homme. Et pour le coup, voilà. D'accord. Et il aide tout le temps, il se retrouve dans des faux plans, des trucs à déménager, quelqu'un qui ne connaît pas, un week-end, des trucs qui n'arrivent qu'à des profils 2, très clairement. Et les 1, j'ai vu des 1 masculins, féminins, même des profils... tu vois, le profil 3 qui a un profil très ambitieux. Je connais des filles qui sont profil 1 et qui sont tout aussi ambitieuses. Elles l'incarnent dans le comportement un peu différemment. Mais il y a... autant d'hommes que de femmes. En tout cas, moi, j'en ai croisé autant. Par contre, ça peut être plus facile ou difficile à vivre. Typiquement, les garçons 2, pour eux, c'est plus difficile parce que c'est un côté un peu paternant. Enfin, c'est un peu le côté gentil. Le 2, c'est le gentil, de toute façon. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, même si... Mais parce que c'est celui qui est vraiment fondamentalement... qui aide, qui est vraiment cette relation d'aide. Et donc, ça peut être plus difficile, des fois, pour un homme d'être un 2 que d'incarner le 8, qui est le chef, quoi. Voilà. Ouais. C'est plus facile en fonction de la virilité. Ouais. Et le 2 d'ailleurs il est relié à 2 autres profils. Ah, alors. Le 4 et le 8. Tu vois, c'est ce qui est en jaune là. C'est-à-dire, alors c'est ça que j'ai pas compris. Relié, ça veut dire quoi? Les liens avec les autres profils. Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi des clés pour comprendre des fois son profil. Quand le profil 2, il est en stress, quand ça va pas, quand tu vas pas bien, attention devant. Ça veut dire quoi? C'est que tu vas aller justement choper le 8, le profil 8 qui s'appelle le chef, autrement dit le tyran aussi et le protecteur, il s'appelle aussi. C'est-à-dire que tu vas réussir à prendre toute ta place. En fait, t'es gentil, et au bout d'un moment, tu vrilles. Ouais, voilà. Et donc, c'est l'explosion émotionnelle qui est donnée là, et c'est souvent la faute de l'autre. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du don dans le profil 2. Je te donne. Et de façon inconsciente, il y a quelque chose qui se crée qui s'appelle le contre-don. Je te donne, mais j'attends de recevoir.
Je te le dis pas comme ça, mais inconsciemment, c'est ça. Donc, quand je t'aide, j'attends un merci, même si je dis, mais non, je m'en fous, ça va. Voilà. Mais en fait, ça fait quand même plaisir, le merci. Donc, en fait, quand le 2, il a l'impression qu'il donne trop, et ben en fait, là, il n'y a pas de souci à couper la relation, il explose, vraiment, et très émotionnellement, et de façon très... voilà, il prend toute sa place. Vraiment, c'est attention, dragon est là, quoi. D'accord. Et le 4, il s'appelle l'artiste. Ah. C'est un profil qui est très... Je disais bien que quand même j'avais un fond artiste. Bien sûr. Le 4, en fait, c'est le profil qui est le plus à l'écoute de ses émotions. D'accord. Donc, mais de ses émotions vraiment pour lui. Lui, il est très égocentré, le 4, il adore ses émotions. Il a besoin de se sentir unique, voilà. Et donc, le 2, quand il est bien, quand il est en sécurité... Il est connecté à lui, à ses émotions, il arrive à prendre soin de lui. En fait, il met toutes les forces qu'il met pour l'autre, il les met pour lui. Parce que c'est très bien faire le profil 4. Donc, il est vraiment sur « je prends soin de moi, j'aime bien être seule, j'arrive justement à me détacher du regard des autres, à me sentir unique ». Il y a vraiment ce côté-là qui se fait. Donc, soit quand il est en confort, ça peut être dans des situations ou avec des personnes. Ça peut, tu vois l'exemple tout à l'heure, quand mon ami me dit non, en fait, je te dis maintenant non parce que ça va pas le faire. En fait, il a pensé à lui quand il a fait ça. Et donc, du coup, c'est chouette. Ça veut dire que dans la relation, il se sent assez en sécurité pour oser dire non. Pour oser dire non, pour oser justement s'écouter lui, parler de ses émotions, de ce qu'il ressent. Ah, d'accord, j'ai compris alors. Parce que moi, je peux effectivement dire non dans certaines situations ou dire que je suis pas d'accord oui, quand je suis... Oui, je dis pas toujours non, quoi. Enfin, je dis pas toujours oui. Enfin, voilà, on est bien d'accord. Ouais. Je peux arriver à dire non ou à être pas d'accord souvent, mais avec des gens. Donc c'est mon côté 4, c'est ça peut, ouais. Parfois, quand je suis en confiance ou quand j'ai confiance en l'autre et que Exactement. Je sais qu'il va quand même m'aimer. C'est ça ? Oui, c'est ça. Qui te rejette. Comme un enfant qui va pleurer tout le temps ou être invivable avec sa mère parce qu'il sait que c'est un amour inconditionnel. C'est ça. Voilà. Et du coup, pour reboucler sur l'enfant, si tu parles d'enfant, alors, l'enfant 2, il peut avoir des similitudes avec l'enfant 1. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes hésitent. Oui. Parce que c'est des enfants modèles, les deux. J'ai réalisé que pour avoir de l'amour de mes parents, je dois répondre à leurs besoins. Je dois être bonne à l'école, je dois... voilà. C'est tu feras plaisir, tu feras ça pour me faire plaisir, voilà. Ça me rendrait fière si tu arriverais à faire ça. Il y a évidemment... il est trop petit pour que je dise ça, mais possiblement, je dirais ça à Ethan. On a tous peut-être déjà dit ça une fois, c'est-à-dire, oui, maman, elle serait fière de toi. Fais-moi plaisir, oui. Fais-moi plaisir. Oh, tu peux mettre ça pour me faire plaisir, s'il te plaît. On n'est pas sur de la mauvaise intention, hein, mais c'est juste que, voilà, moi, j'ai 4 ans, je comprends pas comment ça marche la vie. Je me dis, OK, pour être aimé, il faut rendre des services. En fait, si quand je rends mon service, on me dit oh, merci maman, elle t'aime fort, qu'est-ce que je me dis plus tard ? Évidemment, je vais rendre des services, on va m'aimer, trop bien. C'est plutôt malin, moi je trouve, en plus, même sur le papier. Et donc, c'est si je rends service à mes parents, je vais être aimée. Voilà, je me mets en colère quand je me sens oubliée et rejetée par des personnes importantes pour moi. Et donc, j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné et j'attends un retour inconsciemment. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et si j'ai développé mon type 2, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu comme un rejet et un manque d'amour dans une situation où j'en avais fortement besoin. Ça veut dire qu'à un moment donné dans son enfance, le profil 2, il y a eu un moment, il avait besoin de ressentir l'amour, mais l'amour au sens la sécurité émotionnelle. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des rôles dans la famille. Oui, je m'occupe de ma famille d'un point de vue matériel. Il y a aussi tout ce qui est sécurité émotionnelle. Enfin, il y a plusieurs niveaux dont on parle de plus en plus. Et le 2, c'est vraiment au niveau de la sécurité émotionnelle. À un moment donné, il a eu besoin. Peut-être il est tombé. Il s'est écorché le genou. Il avait envie de dire... Et personne ne le regardait alors qu'il avait aidé tout le monde avant. Et voilà, ça peut aussi être ça. Mais il s'est dit, OK, moi je donne, et en fait là, j'ai pas eu l'amour dont j'avais besoin, et je me suis sentie
rejeté. Ça peut être soit des parents, soit, si l'âge est proche, des frères et sœurs. Voilà, de la cellule familiale, quoi. D'accord. Bon, je sais pas, en fait. Moi, je n'ai pas eu l'impression jamais d'avoir été rejetée, mais je me souviens pas tellement trop de mon enfance. Et ça peut être aussi des moments dans l'enfance, ça peut même être in utero, ça peut même être des choses très... Ah, in utero. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ouais, et ça peut même être des choses quand les profils 2, par exemple, que j'ai en tête, là, il y en a 2, c'était in utero, des cas assez similaires où, par exemple, quand la maman avait appris qu'elle était enceinte, elle s'est questionnée, en fait, sur est-ce qu'on le garde ou pas. Bébé surprise. Ça peut être une belle surprise, en fait. Mais juste ce moment-là, c'est peut-être ça qui a fait que... ça peut être aussi ça, des mamans aussi qu'on fait après des dépressions postpartum importantes ou même du baby blues pendant les premiers jours de vie, on s'en souvient pas, mais du coup où la maman a plus de difficultés à être émotionnellement là pour l'enfant, et c'est ok, ça arrive, voilà. L'idée c'est pas de dire mon Dieu, bien sûr. Voilà. Mais du coup ça peut être aussi ça, des moments où on s'en souvient pas mais qui ont cristallisé dans l'enfant à ce moment-là, le bébé. Oui. Bon, alors moi, je peux pas te dire, parce que chez nous, il y avait beaucoup de tabous, évidemment. Parce que, oui, dans les familles, on s'engueule pas, il y a des tabous. Voilà, évidemment. Eh oui, voilà. Je ne vais pas le dire tout à l'heure. Non, mais tu peux le dire. Nous, on a énormément de tabous. On est remplis de tabous, d'ailleurs. Bah oui. Sinon, ça fait des conflits. Eh ben, sinon. Tiens. Bah oui. Voilà, exactement. Et donc, énormément de tabous sur plein de choses de la vie, sur les émotions, surtout qu'on ressent. Et forcément. On disait jamais comment on se sentait. On était, mais on ne ressentait pas. Donc, tu vois, ça typiquement, ça peut être un événement clé de l'enfance. Ça, c'est la place des émotions, en fait. Le côté soutien émotionnel, ça veut pas dire que les parents n'ont pas été là, qu'ils n'aimaient pas. Oui, tout à fait. Juste, ils avaient un autre langage de l'amour, en fait. Et à l'époque, encore plus... On parlait pas de tout ça, quoi. Ah non. Et puis surtout, comme tu dis, la dépression postpartum et tout, ça se faisait pas. On n'avait pas le droit de pas être heureux après l'accouchement, quoi. Je comprends pas pourquoi, franchement. Voilà. Alors moi, j'ai quand même entendu ma mère qui disait t'étais pas désirée, mais tu t'es élevée toute seule. Voilà. J'ai dit comme ça au moins. Il n'y avait pas de problème. Je me suis élevée toute seule. Okay. Alors, ça veut dire sans problème, en fait. Ok. Cette phrase-là, elle est intéressante. Tu es contente que je te dise ça, hein? Je sais pas si je suis contente. Non, en tout cas, cette phrase-là, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, si on la met à côté de la question du rejet, ça veut pas dire que après ta famille, tes parents t'ont rejeté dans les faits. Oui. Mais cette phrase-là, un enfant qui entend ça, il peut cristalliser ça. Hein. Ouais. Alors que ça se trouve, la preuve, c'est que je m'en rappelle encore. On est d'accord, c'est-à-dire cette phrase t'en souviens encore, et ça se trouve, peut-être que même, encore pire, ça se trouve pour ta mère, c'était anodin. Enfin, tu vois, c'était une phrase comme ça. Mais en fait, rien que dans cette phrase-là, on pourrait voir cette question de rejet. Voilà. Oui, effectivement. Effectivement. Bon, écoute. Voilà. Ouais. Donc... c'est peut-être pour ça que j'ai pas été jamais très. J'étais plus proche de mon papa que de ma maman, mais bon. J'ai pas de conflit avec maman non plus. Et voilà, pas plus que ça. Hein. Mais voilà. Ouais. Voilà. Écoute. En tout cas, c'est intéressant de voir le profil 2. C'est un profil cœur, on appelle ça, dans l'énéagramme. Je savais que ça te ferait plaisir. Oui, un peu plaisir. Est-ce que tu avais deviné mon profil, Camille? Évidemment. Ah bon? Oh, je suis transparente, ça veut dire... Alors, je sais pas si c'était transparente, mais en tout cas, j'ai hésité entre soit le 2, le profil 7, qui était un profil dans le plaisir, mais il y avait quelque chose autour de la responsabilité qui est présente chez toi, je trouve. Il y a quelque chose de très responsable. Donc, mais le 1 aurait pu être possible après, hein, mais... Oui. Mais vu toutes les attentions que tu me fais tout le temps, j'ai senti un feeling de 2. Voilà. Oui, j'ai hésité, je me suis dit soit c'est du 7 et t'es dans le plaisir et il y a vraiment ça, et en même temps t'es pas assez égocentré pour être du 7, donc c'est voilà. Ça, c'est quoi le 7? Attends que je me le remémore. C'est la peur de la souffrance, l'enfermement. Ah
Non. Repas, non. Ouais. Je me suis pas reconnue dans les profils du fond. Enfin, voilà. J'ai besoin d'être dans le plaisir, effectivement. Oui, c'est très important. C'est au centre de ma vie. C'est-à-dire que je suis très épicurienne. Ouais, c'est pour ça, c'est ce côté-là. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'on se fasse plaisir. D'autant plus depuis quelque temps, avec ce qui s'est passé dans la famille et les deuils qu'on a eus, j'ai d'autant plus ce besoin. Enfin, ça donne un sens finalement à qui j'étais déjà. Parce qu'il y a toujours un fond, hein, forcément. On ne devient pas d'un coup comme ça épicurienne à privilégier les plaisirs de la vie. Et voilà, donc oui, c'est vrai, j'ai besoin et j'aime profiter et être au jour le jour. J'adore quand tu dis profiter de la vie, j'entends que derrière qu'il y a prendre soin de la famille en ce moment. Oui. Et du coup, ça, vraiment, le prendre soin, on est sur du profit de... C'est important, mais c'est ce qui me rend heureuse. Hein. Oui, je vois bien. Alors, c'est peut-être égoïste, hein, ce qui me rend heureuse, oui, mais j'espère que les autres, ça les rend heureux aussi. C'est le but quand même. Et voilà, mais c'est important. C'est pas, c'est pas conscient, quoi. Je me dis pas, il faut. En fait, c'est ça. Il faut absolument pour que je fasse ça. Non, c'est quelque chose de inné et c'est ce qui me nourrit vraiment. C'est ce qui me nourrit. Et, donc voilà, c'est vrai que. C'est pour ça que je me reconnaissais pas non plus dans les profils. J'ai besoin de pouvoir, alors ça, non, pas du tout. Ouais. J'ai besoin d'être en paix. Ah ouais, j'aimerais bien être en paix un peu, parfois. Alors c'est possible, je te le dis, que tu aies d'autres questions après coup, justement, parce qu'il y a un moment après où on se dit on relit, on repense, et voilà, donc t'hésites pas à revenir vers moi pour ça. D'accord. C'est vrai que d'habitude je le dis en off, là je le dis en live. D'accord. Et moi j'avais... Pardon. Non, je veux dire, on va bientôt clôturer. Parce que tu as parlé de l'adolescence dans ton prélude, là. Mais... ce qui peut aider pour trouver son profil, il faut repenser à soi, ado. D'accord. Ok, non, c'est pour ça que j'arrivais pas à repenser à moi, ado, en fait. Du tout. T'arrivais pas à te souvenir ? Non. Ok. J'ai pas de souvenir ado. Ok. Donc, on en parlera après. Dans un autre épisode. L'adolescence. Là, nous avons fait l'enfance, là. Hein. Donc, le prochain épisode, ça sera l'adolescence. Puis après... l'âge adulte. Voilà, ça sera un grand podcast. Ça te va? C'est clair pour toi? Oui, merci Camille. Avec plaisir. Moi aussi, partagez. Merci du coup d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout, cet épisode. Évidemment, comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura été utile, que les questions ont pu vous éclairer vous aussi sur votre profil et peut-être vous faire découvrir le 2 qui sommeille en vous. Je me répète à chaque fois, mais c'est tellement important pour moi. Connaître son profil, c'est bien, mais comme on le disait au début, identifier sa peur, c'est juste le premier pas pour après apprendre à vivre avec et à mettre de la paix sur elle et à se retrouver soit en sérénité. Voilà. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser un avis ou me suivre, notamment sur Spotify ou sur YouTube, les 2 plateformes qui vont propulser encore plus le podcast. Et si vous voulez en savoir plus sur l'Ennéagramme, sur du contenu, ou si vous avez envie que je vous accompagne pour trouver votre profil, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'apprendre à vivre sereinement avec votre peur, retrouvez-moi, soit vous mettez Camille Ganet sur Google tout simplement, ou Camille-Ennéagramme sur Instagram. Merci beaucoup. Merci.